pasamos a la tercera, gracias Xavier, pasamos a la tercera presentación de esta sesión que corre a cargo del doctor Jean Garbay, que es investigador del INRA. Bueno, ya está presentado, entonces, pero además sí que quisiera decir una cuestión. Vamos, yo creo que contar con Garbay en cualquier reunión de este estilo, creo que siempre es un lujo y agradecemos pues su presencia. Seguro nos va a dar una visión interesante. Merci. Donc, je vais parler en français. Excusez-moi. Donc, après ces présentations qui traitent de reconnaissance moléculaire des espèces et de diversité, moi, je vais vous parler d'un autre aspect de la diversité de ces communautés de champignons ectomycorhiziens, c'est leur diversité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, à quel moment, et comment ces fonctions sont distribuées entre les différentes espèces. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur ce que sont les ectomycorhizes, je crois que vous en avez déjà vu beaucoup et entendu parler depuis ce matin. Retenez simplement sur cette photo où on voit les différents partenaires de la symbiose, puisqu'on voit le champignon, son carpophore, on voit une branche de l'arbre, de l'épicéa, on voit les ectomycorhizes dans le sol, mais surtout, ce qui est important, c'est que ce sol forestier typique contient beaucoup de matière organique, c'est ce qu'on appelle l'humus. Et on va voir tout à l'heure que c'est important dans le cas des sols forestiers. Donc, si on augmente le grossissement de la photo précédente, on voit les ectomycorhizes. Surtout ici, ce qui est important, c'est qu'on voit le fameux mycélium qui relie le manteau des mycorhizes, c'est-à-dire des petites racines recouvertes par le champignon, qui relie ces racines au sol. On voit les filaments blancs du champignon qui connectent en fait les microagrégats du sol aux racines. Donc on comprend très bien, intuitivement, en voyant cette image, comment l'eau et les éléments nutritifs du sol peuvent transiter à travers ces ifs du sol vers la plante, pour nourrir la plante. Mais également, peut-être d'ailleurs, que des éléments vont transiter dans le sens de la plante vers le sol. Ça, c'est tout à fait possible. Deuxième chose importante dont on vient juste de parler tout à l'heure, avec Marie-Paz Martin, c'est la diversité de ces champignons. Il y a des centaines, des milliers d'espèces de champignons ectomycorhiziens, pas tous au même endroit, certes, mais vous verrez tout à l'heure qu'il y en a quand même beaucoup dans une même parcelle forestière. Et ces champignons, qui appartiennent à des espèces et des groupes très différents, forment des mycorhizes différentes. C'est un peu évident, mais là on le voit très bien. Il y a des différences dans la couleur, dans la forme, dans l'aspect du mycélium extérieur, et à ces différences de morphologie correspondent, on s'en doute un peu, des différences de fonctionnement. Ces champignons n'ont pas tous la même couleur, mais ils n'ont pas tous aussi la même efficacité, par exemple pour extraire l'eau du sol, ou pour extraire le potassium ou le phosphore. Donc c'est cette diversité de fonctionnement qui va nous intéresser maintenant. Parlant de fonctionnement et de fonction de ces ectomycorhizes, ce matin, on a eu quelques exemples déjà. Elena Machado nous a expliqué qu'une des fonctions de ces champignons, c'était de protéger les racines contre d'autres champignons qui sont des pathogènes, qui causent des maladies. On a vu aussi ce matin qu'une autre fonction des champignons, c'était d'extraire des minéraux, des éléments nutritifs du sol, par exemple d'extraire des ions à partir des minéraux grâce à l'acide oxalique. On a eu cet exemple. Moi, je vais me concentrer sur une autre catégorie de fonctions maintenant, c'est l'extraction d'éléments nutritifs à partir de la matière organique et non pas des minéraux. En effet, dans les sols forestiers, la plus grande partie des réserves d'azote, de phosphore, sont non pas dans les minéraux, comme dans un sol agricole, mais dans la matière organique, dans l'humus. Donc il est très important que ces champignons
et des mécanismes pour extraire ces éléments à partir de la matière organique. Et c'est ça dont il est question. Je passe directement là. Les champignons effectuent ces fonctions de mobilisation des éléments nutritifs à partir de la matière organique grâce à des enzymes qui sont sécrétées. Les enzymes, ce sont des protéines produites par le champignon, sécrétées, c'est-à-dire qui sortent des cellules du champignon, qui digèrent, si on peut dire, la matière organique du sol et qui en libèrent les substances solubles nutritives. Par exemple, pour l'azote, la matière organique du sol contient des protéines qui contiennent de l'azote. Ces protéines ne sont pas assimilables par les plantes ou par les champignons. Par contre, les composantes de ces protéines, que sont les acides aminés, sont assimilables. Donc les champignons ont toute une gamme de substances enzymatiques qui vont démolir les protéines, ça s'appelle des protéases, donc libérer des acides aminés qui, eux, sont absorbés par le champignon. Alors, il y a d'autres types ici. Vous voyez, il y a une liste, la colonne de gauche, c'est des fonctions, si on peut dire, l'hydrolyse des hémicelluloses. Donc le champignon démolit les parois végétales de la matière organique du sol. La matière organique du sol, c'est essentiellement des débris végétaux, naturellement. Donc, en démolissant, en déconstruisant ces parois cellulosiques, ça permet de libérer des éléments. Idem pour l'azote qui vient de la chitine ou des protéines, le phosphore qui vient de composés compliqués contenant du phosphore, etc. Donc toutes ces enzymes contribuent à la diversité fonctionnelle de ces communautés de champignons. Donc je reviens un peu en arrière à ce schéma. Ce qui nous intéresse en fait, vous savez que dans un écosystème forestier, il y a un cycle biogéochimique des éléments, du potassium, de l'eau d'ailleurs, qui passe de la plante au sol, du sol à l'atmosphère, à la plante, etc. C'est les cycles très compliqués dont on a un peu parlé ce matin pour la stabilité, la résilience des fonctions écosystémiques. Ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est où j'ai mis un petit rond vert en bas à droite, c'est les relations entre la disponibilité des éléments dans le sol, nutrient availability en bas, et la structure fonctionnelle de notre communauté d'ectomycorhizes, c'est-à-dire qui fait quoi dans la communauté et comment ça s'organise. Et on va se limiter, pour les exemples que je vais proposer, comme très fonctionnels, à 8 activités enzymatiques qui jouent un rôle clé dans la mobilisation des éléments nutritifs à partir de la matière organique du sol. Alors, très rapidement, ces activités enzymatiques sont déterminées au laboratoire à partir de mycorhizes individuelles. Donc il faut laver les racines, regarder sous la loupe binoculaire, compter les mycorhizes, les classer par type morphologique, identifier l'espèce de champignon de chacun des types morphologiques par les techniques de PCR et de séquençage moléculaire dont on vient d'entendre parler abondamment. Donc on a comme ça une liste pour chaque échantillon avec les espèces de champignons représentées, le nombre de mycorhizes correspondant à chaque espèce, et en prenant un échantillon de ces mycorhizes, en les mettant dans des puits individuels d'une plaque de microtitration, ce que vous avez là, par des réactions fluorimétriques, colorimétriques, je passe sur les détails, et lecture dans des appareils, on peut obtenir le profil d'activité enzymatique dont on parlait. Alors je vais vous montrer 2 exemples qui tous les deux portent dans la région où nous travaillons, évidemment, c'est-à-dire les forêts feuillues du nord-est de la France, des forêts de chênes et de hêtres essentiellement. Premier exemple, c'est simplement une description des variations dans l'espace et dans le temps, sur un peu plus d'une année, des profils d'activité enzymatique des ectomycorhizes dans une forêt de chênes, que vous voyez ici. Alors d'abord, description de la diversité grâce au séquençage de l'ADN. Vous voyez qu'au cours des 15 mois qu'ont duré l'étude, avec un prélèvement tous les mois, on a trouvé 75 espèces de champignons mycorhiziens formant des ectomycorhizes sur nos racines. Vous voyez aussi une distribution qui est absolument typique,
diversité biologique, c'est-à-dire un tout petit nombre d'espèces à gauche du graphique sont très abondantes, et un très grand nombre d'espèces, la queue à droite du graphique, sont très rares. Ça, c'est assez classique. Donc évidemment, ce qui a un impact sur le fonctionnement du système, un poids suffisant, c'est, disons, le tiers des espèces qui sont à gauche du graphique. Mais les autres ne sont pas inintéressantes pour autant, comme on va le voir tout à l'heure, puisqu'elles peuvent faire des choses et suppléer aux espèces abondantes lorsque celles-ci sont déficientes. Alors, quelques flashs, quelques exemples, pour montrer que dans le même horizon du sol, à la même date, selon deux espèces de champignons, vous avez l'Actarius quietus à gauche et une russule, espèce numéro 2 à droite, vous avez des profils enzymatiques complètement différents. Les profils sont ici schématisés par des diagrammes polaires, ce qu'on appelle des radars, vulgairement. Vous voyez que à gauche, l'activité qui domine, c'est celle qui est en bas, il y a une pointe vers le bas, c'est l'activité glucuronidase. Moi, je peux lire, vous ne pouvez peut-être pas. Alors que pour l'espèce de russule, à droite, c'est complètement différent. L'activité essentielle est vers le haut, c'est lacase, xylosidase et glucuronidase. Donc, dans des conditions identiques, au même moment, deux espèces de champignons ne font pas la même chose. On n'est pas très surpris, on s'y attendait un peu. Par contre, là où c'est un peu plus compliqué, c'est pour une seule espèce. Ici, il s'agit de l'Actarius quietus, qui est un champignon très commun dans les chênaies dans nos régions, en tout cas. Vous voyez à gauche la date de juillet 2004, à droite la date de décembre 2004. Et en haut, c'est l'horizon A1, la surface du sol, et en bas, c'est l'horizon A2, un peu plus profondément. Vous voyez que la même espèce a des profils enzymatiques complètement différents selon la date pour un même horizon ou selon l'horizon pour la même date. Donc, ce n'est pas fixe. C'est pas un champignon donné n'a pas toujours le même profil d'activité. Il s'adapte aux conditions. Ce qui complique naturellement un peu les choses. Donc voyons maintenant dans le temps, là c'est sur toute la durée de l'étude, depuis juillet 2004 à gauche jusqu'à septembre 2005 à droite, vous avez donc des montagnes russes avec plusieurs couleurs. Chaque couleur c'est un groupe de champignons. Pour simplifier ici c'est par famille ou par groupe, il y a les russules, les lactaires, les ascomycètes, les bolétales, etc. C'est pour une seule activité enzymatique, c'est l'obiohydrolase. Vous voyez donc des variations selon la saison. On s'y attendait un peu, mais on voit aussi que si on a des activités plus fortes en gros en été qu'en hiver, on a quand même des activités très significatives en hiver, il y a du fonctionnement, et vous n'avez pas les mêmes groupes de champignons qui dominent à différents moments. Vous avez un groupe vert, c'est les téléphoracées, qui dominent largement, enfin qui ne dominent pas, mais qui est abondant en été, enfin actif en été et quasiment inactif en hiver. Vous voyez aussi que les deux périodes de recouvrement dans le temps de cette étude, c'est-à-dire juillet, août, septembre, en 2004 à gauche et en 2005 à droite, vous avez à peu près le même profil, c'est-à-dire avec une diminution brutale de l'activité globale. Donc c'est le même graphique pour dire simplement que si on se concentre à une date donnée, maintenant au mois d'avril, on peut se poser la question, mais dans cette activité générale, de façon plus détaillée, qui fait quoi et quelle est la contribution réciproque des différentes espèces, ce qu'on ne voit pas ici. Alors voilà un autre type de graphique. Ici vous avez deux graphiques. Il y en a un à gauche, c'est pour l'horizon A1, c'est-à-dire la surface du sol, à droite pour l'horizon A2, c'est-à-dire un peu plus profond, à environ 10-20 cm. Qu'est-ce qu'on voit d'abord? Que dans les deux graphiques, les couleurs sont différentes. Chaque couleur, c'est une espèce de champignon, parmi les 75 espèces dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on voit clairement que la communauté de champignons n'est pas la même dans l'horizon A1 et dans l'horizon A2.
Les conditions sont différentes et les champignons ne sont pas les mêmes. Que voit-on d'autre? On voit sur chacun des deux graphiques, la première colonne à gauche, je l'ai entourée d'un cadre rouge. Cette colonne représente les proportions en effectif, les nombres de mycorhizes correspondant à chacune des espèces représentées par des couleurs. Tout ça, c'est en pourcentage. Le total, c'est 100%. Et vous voyez la colonne de gauche, par exemple, en bas, vous avez environ 1/5, c'est l'espèce bleue. Après, vous avez une espèce avec des rayures bleues, etc. Donc, ça représente la proportion relative de chaque espèce. Les 8 autres colonnes, ensuite, représentent les 8 activités enzymatiques qu'on a mesurées. Et chaque fois, vous avez la contribution de chaque espèce à l'activité totale. Qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement, c'est particulièrement clair sur le graphique de droite, qui est plus simple. Vous avez des colonnes noires, du noir et du vert, en gros. Vous voyez, par exemple, que la mycorhize noire, c'est Cénococcum geophyllum, pour ne rien vous cacher, évidemment. La mycorhize noire, qui représente peut-être les 4/5 des mycorhizes en effectif, la colonne de gauche, elle représente moins de la moitié de l'efficacité de certaines enzymes, qui sont la 3e, la 5e et la 6e. Donc, ça montre bien que chaque champignon ne contribue pas de la même façon à une activité totale de la communauté. Pour dire les choses autrement, tout simplement, il y a des champignons spécialisés. Il y en a qui sont particulièrement actifs pour l'activité lacase ou l'activité protéase ou phosphatase, etc. C'est-à-dire pour mobiliser de l'azote, mobiliser du phosphore ou contribuer à la destruction des molécules de polyphénol qui empêchent l'absorption des éléments. Donc ça, c'est un point important à retenir. Il y a des champignons spécialisés et le résultat, l'expression globale de l'activité de la communauté des ectomycorhizes dépend d'une coopération, finalement, d'une complémentarité entre de nombreuses espèces qui ont des modes d'adaptation différents, puisqu'on a vu que ça variait différemment. Donc c'est la même chose à une autre date, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus. Vous voyez encore des couleurs différentes selon les deux horizons, à gauche et à droite, et vous voyez aussi des grandes différences entre la représentation d'une espèce dans la première colonne, celle qui est entourée en rouge, qui représente les effectifs, les nombres de mycorhizes, et les autres colonnes où vous avez les activités. Même conclusion. Maintenant, un deuxième et dernier exemple qui concerne cette fois une intervention, c'est une expérience en forêt. On a comparé dans une même parcelle homogène une zone témoin, où on n'a rien fait, et une zone qui a été chaulée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le chaulage ou amendement calcique, c'est une façon de fertiliser, si on veut, les forêts, par hélicoptère en général, ou par avion, mais plutôt par hélicoptère, dans le cas de forêts de conifères acidifiées sur des sols acides en Europe du Nord. Disons, pour ce qui nous concerne, on connaît surtout ça beaucoup en Allemagne, en France du Nord-Est et en Belgique. Vous avez beaucoup de plantations d'épicéas ou de Douglas qui ont acidifié les sols, et pour redémarrer la production, il suffit d'apporter du carbonate de calcium et du carbonate de magnésium, et pour une vingtaine d'années au moins, enfin pour de nombreuses décennies, on relance la fertilité du sol. C'est une méthode bien avérée, bien au point. Mais on a voulu voir comment la communauté de mycorhizes réagissait à ce changement assez drastique, finalement, des conditions du sol. Donc ça a été fait dans une hêtraie, en Lorraine toujours, dans le nord-est de la France. Vous avez à gauche des photos des placeaux non traités, des placeaux témoins. Donc vous voyez au niveau du sol une forêt un peu claire, et quand on regarde en haut, c'est-à-dire les photos du bas, quand on regarde vers le ciel, on voit qu'on voit beaucoup de ciel, c'est-à-dire les cimes des arbres sont peu denses, alors qu'à droite, 15 ans après le chaulage, après l'amendement calci-magnésien, vous avez un peuplement beaucoup plus dense. C'est évident. Le sol lui-même est modifié, évidemment,
le pH a augmenté, les vers de terre sont revenus, l'humus est passé d'un modaire à un moule, etc. Donc, notre fameux diagramme radar des 8 activités enzymatiques, mais là, vous avez le polygone noir au milieu, polygone régulier, qui représente le témoin, 100%. On a affecté la valeur 1, finalement, arbitrairement au témoin, au placeau où on n'a rien fait. Et le polygone jaune représente, par rapport au premier, le profil enzymatique sur les placeaux qui ont été traités. On voit très clairement qu'on a une multiplication par 3 à peu près d'une activité, c'est très clair en bas, c'est l'activité lacase. L'activité lacase qui est une activité enzymatique essentielle pour mobiliser les éléments qui sont contenus dans les complexes phénol-protéines et qui sont particulièrement abondants dans les litières de hêtre, justement. Donc on comprend bien, là on a plus de litières de hêtre, donc on a besoin de plus d'activité lacase pour mobiliser les éléments. Donc la communauté d'ectomycorhizes s'est adaptée aux nouvelles conditions, mais comment? Ce qui nous intéresse, c'est de savoir la structure fonctionnelle de cette communauté. Donc c'est le même type de graphique que tout à l'heure. À gauche, vous avez les placeaux témoins, c'est-à-dire où il n'y a pas eu de traitement, et à droite, le placeau traité avec chaulage, amendement calci-magnésien. Cette fois, la colonne qui représente l'abondance, c'est écrit d'ailleurs, c'est-à-dire les effectifs, les nombres de mycorhizes, c'est la colonne qui est à droite et non pas à gauche. Et les 8 autres colonnes, serrées ensemble, ce sont les 8 activités enzymatiques. On voit exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire ce n'est pas le champignon le plus représenté dans la communauté qui forcément a le plus d'activité pour une enzyme donnée. Vous avez un très bel exemple à droite, par exemple, où dans la colonne abondance, le champignon représenté en noir représente à peine le quart de l'effectif, alors que pour une activité enzymatique, qui est l'activité lacase d'ailleurs, il représente nettement plus de la moitié. Vous voyez, donc il y a un champignon, c'est Cénococcum geophyllum, encore, je l'ai fait exprès, évidemment, qui est spécialisé et qui a la plus d'activité lacase. On a également le champignon qui est orange, qui est Lactarius quietus, qui représente aussi à peu près le quart en effectif, toujours dans le diagramme de droite, et qui représente pratiquement toute l'activité, c'est une activité protéase là, de la communauté. Vous voyez encore, ça illustre bien la spécialisation, l'opportunisme, disons, de certaines espèces dans une communauté qui fait que la communauté s'adapte parce qu'elle est complexe, justement. La fameuse résilience dont on a entendu parler ce matin, ça résulte un peu de ça. Vous avez de nombreuses espèces qui font des choses différentes, mais qui s'adaptent différemment à l'environnement. Donc, on a de fortes chances d'avoir une combinaison positive, favorable, quelles que soient les modifications de l'environnement. Ici, la modification de l'environnement, ça a été le chaulage. Donc, pour conclure tout ça, la première conclusion, c'est que le profil d'activité totale d'une communauté d'ectomycorhizes résulte de la somme des activités des espèces, c'est évident, mais que comme ces espèces sont très différentes et réagissent différemment aux contraintes de l'environnement, ça veut dire qu'on a une combinaison très réactive. C'est ce que je viens de dire sous une autre forme. Le deuxième point, toujours uniquement pour ce qui concerne les activités enzymatiques, le seul trait fonctionnel étudié ici, on a des types de mycorhizes, des champignons ectomycorhiziens, qui se comportent comme des généralistes, c'est-à-dire qui font un peu de toutes les fonctions, alors qu'il y en a d'autres qui se comportent comme des spécialistes, qui font essentiellement, qui contribuent essentiellement pour une fonction. Et ça varie selon les conditions environnementales. Et enfin, troisième cas, on l'a vu le dernier exemple avec certaines mycorhizes noires et oranges, là,
ce n'est pas les mycorhizes les plus abondantes qui jouent le rôle le plus important dans certains cas. Donc, méfions-nous, ne négligeons pas les espèces rares. Ça, c'est une moralité aussi qui peut servir pour les conservationnistes, c'est-à-dire les gens qui sont habilités à gérer des écosystèmes pour conserver des espèces. Souvent, on leur dit « mais ça ne sert à rien, pourquoi vous vous acharnez sur des espèces rares? Ça coûte très cher, tout le monde s'en fiche. » En fait, ce n'est pas vrai. Les espèces rares, vous voyez, ça c'est un exemple, mais c'est peut-être vrai pour les petits oiseaux aussi, pour les plantes, etc. Les espèces rares peuvent avoir des rôles très importants dans un écosystème. Ça sera ma dernière conclusion. Et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. ¿Preguntas para Jean Carballo? Allí al fondo parece. Gracias por tu información, que ha sido muy positiva, aunque un poco selectiva. Me interesa mucho saber qué proporción has echado de kilos de cal por hectárea, más o menos. Si je me rappelle bien, je crois que c'était de l'ordre de 750 kilos par hectare. Ce n'est pas de la chaux, c'est un mélange de carbonate de calcium et carbonate de magnésium. Merci. 750. Oui, comment tu expliques la baisse d'activité globale en juillet, août, septembre, d'activité enzymatique là, Sur l'activité totale, je crois qu'il n'y a pas de baisse. En été, elle est haute. Oui, ça s'effondre en automne. Oui, c'est ça. Oui. On ne se l'explique pas, sauf que l'activité du... Comment dire? C'est compliqué là. Si on s'en tient au paradigme classique du fonctionnement de la symbiose mycorhizienne, c'est-à-dire tout le carbone provient de la photosynthèse et les champignons n'ont pas d'activité saprotrophe. Ça, c'est ce qui est dans les livres jusqu'à présent. On pourrait se dire, en automne, les champignons sont occupés à faire des carpophores, l'arbre est occupé à stocker son carbone pour passer l'hiver, faire des réserves. Et les feuilles sont occupées à ne rien faire, puisqu'elles ne photosynthétisent plus, elles vont tomber. Il s'agit de chênes à feuilles caduques. Donc là, ça peut donner une explication. Mais on sait maintenant que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Parce que tous ces champignons ectomycorhiziens, vous l'avez vu d'ailleurs, c'était sous-entendu, ils ont des activités enzymatiques qui sont les mêmes que les champignons décomposeurs, que les champignons saprotrophes. Ils sont capables de décomposer la cellulose, les hémicelluloses, la lignine, etc. Donc, le paradigme selon lequel tout le carbone qui nourrit les champignons vient des feuilles, il est probablement faux, il est même sûrement faux, puisqu'on commence à avoir des éléments avec des données isotopiques, par exemple, qui montrent qu'une partie du carbone utilisé par ces champignons symbiotiques provient directement de la matière organique du sol. Donc ils ne sont pas purement symbiotiques, ils sont aussi un petit peu saprotrophes. Donc ça complique. Ce qui fait que finalement, ta question est de plus en plus compliquée. Il est possible que, comme j'ai dit tout à l'heure, ces activités enzymatiques n'ont plus beaucoup d'importance parce que tous les deux partenaires de la symbiose vivent sur leurs réserves en automne, font autre chose, du carbone, mais il est possible aussi que les 8 enzymes dont j'ai parlé là, elles sont faciles à mesurer, elles ont été choisies avec soin parce qu'elles sont très représentatives de fonctions qu'on sait être essentielles, mais des enzymes, il y en a des centaines, d'autres activités, et même certaines qu'on n'imagine pas peut-être. Donc il y a des trous dans cette image. Donc on ne peut vraiment pas répondre, c'est juste un début. Mais la question, elle est très bonne. C'est vraiment une question fondamentale. Désolé, je ne peux pas.
Si os parece, podemos entrar en pleno debate, ¿no? Ya preguntas abiertas para cada uno de los participantes. Allí al fondo también. Oui, j'ai une question au niveau des comparaisons entre le chaulage et le non-chaulage. On voit sur les photos, donc il y a une forêt qui est donc non chaulée, qui a tendance à être, je dirais, quasiment dépérissante. Donc on a quand même dans cette forêt la lumière qui arrive au sol avec une diversité qui est augmentée comparée à la forêt qui a été chaulée, où là les arbres sont de bonne vigueur, mais où on a un sous-étage où il y a une diversité d'essence faible. Alors, est-ce que ça a un rôle sur la diversité des ectomycorhizes dans les deux types de peuplement? Alors, là, vous parlez de diversité. C'est vrai qu'il y a un éclairement différent, qui est beaucoup plus fort dans le témoin dépérissant, disons. La végétation, vous avez peut-être pu voir, elle est très pauvre. Dans les traitements chaulés, il n'y a rien, pratiquement, au sol. Dans les témoins qui sont plus éclairés, plus clairs, vous avez un peu de graminées, un peu plus de mousse. C'est vraiment très pauvre comme végétation. La diversité est faible sur des sols acides. Du point de vue mycorhize, ça, je n'ai pas analysé les graphiques à fond, mais on avait les éléments là. La diversité est la même. Au moins pour les types dominants, je crois c'est 27 d'un côté et 28 de l'autre. Enfin, il n'y a vraiment aucun effet. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des conditions très riches, très pauvres, du point de vue ressources, hein, j'entends, qu'on a forcément des différences de biodiversité. Surtout dans des milieux où la diversité est assez faible. Les milieux oligotrophes, comme ça, la diversité est faible. On aurait été sur des sols calcaires, dans la même région, à quelques dizaines de kilomètres, je sais que ça aurait été très différent. Mais là, c'est pas pertinent, il n'y a pas de différence. Siguiendo un poco en la línea esta, un poco resumen de las tres intervenciones, para ligarlo con el tema central de lo que es el simposio y con el proyecto Mycosilva. Entiendo, por un lado, que tenemos herramientas para identificación molecular de las especies, esto para mejorar la taxonomía, llegar a entender la filogenia, etc. Tenemos también herramientas para cuantificar, aunque sean caras, cada una de las especies, y un poco también a nivel de la funcionalidad, la diversidad funcional que vemos que es muy variable y tal. En todo caso, vamos, es una simple reflexión para abrir un poco boca y si nos gusta introducirnos un poco en la línea esta, ¿no? Veo efectivamente esa funcionalidad con una actividad muy dispar a lo largo de la estación, de las distintas estaciones, con un dinamismo bastante claro y tal, pero luego encontramos que en cuanto a la cuantificación y tal, resulta que no hay una correspondencia después ni por la diversidad funcional ni por la cuantificación miceliar con las fructificaciones. Es un poco lo que entiendo que se ha podido ir concluyendo en esto, ¿no? Como el objetivo de Mycosilva es precisamente una gestión forestal buscando la fructificación es esta, es decir, aumentando la productividad, es una pregunta que les hago a los ponentes. Es decir, ¿cómo veis vosotros un poco y qué líneas habría que tomar? Puesto que evidentemente las técnicas moleculares son las que nos pueden dar más elementos de juicio, ¿no? en todo esto. Es decir, ¿por dónde tendríamos que ir un poco ahora cuando vemos que, por ejemplo, en los ejemplos que nos ha dado Jan en relación a las tablas estas de diversidad funcional y tal, entendía, por ejemplo, que en la primera de las tablas, separando los dos horizontes, pues resulta que en el horizonte A2, ¿no? había un predominio grandísimo de Cenococcum. Cenococcum, que además es una especie que no da cuerpos de reproducción. Sí, sabemos que siempre se va a reproducir asexualmente. Y por otro lado, veía también una actividad grande en el horizonte A1
de, por ejemplo, tomentelas, pero que esto cambiaba en los otros sitios y que cambiaba también si las parcelas que no estaban tratadas en el segundo experimento, también había una gran predominancia de Cenococcum. Ese Cenococcum siempre lo hemos entendido un poco como que se ve favorecido cuando hay pues, situaciones de más o menos estrés. El hecho de que esté más en profundidad ha podido tener que ver también o puede estar en relación con episodios de sequía en el momento de que se han hecho las experiencias estas. Y si se repiten esas experiencias con un manejo distinto, con riegos y tal, lo cual nos podría dar idea luego a plantaciones de trufa y todo esto, ¿no? Así que quiero abrir un poco abanico de ideas, ¿no? ¿Cómo veis, por un lado, qué herramientas podemos tener y por otro lado el caso concreto este de los Cenococcum y demás? Alors, il s'agit de Cenococcum. Cenococcum geophyllum, c'est un champignon ascomycète qui forme des mycorhizes noires, très facile à reconnaître, très commune, très étudiée. C'est sans doute un des types de mycorhizes qui a été le plus étudié et avec des résultats complètement contradictoires, très intéressants. Alors, tout ce qu'on sait, c'est que ce champignon, Cenococcum geophyllum, n'a pas de phase sexuée, au moins de phase sexuée commune, connue. On le trouve toujours sous forme purement végétative. Peut-être qu'un jour on trouvera des carpoformes, mais pour l'instant ça n'existe pas. Deuxièmement, c'est un champignon qui est bien connu pour être très tolérant à la sécheresse. Le mycélium lui-même, les mycorhizes formées par ce champignon sont beaucoup plus tolérantes à la dessiccation lorsque le sol se dessèche que d'autres. Donc c'est un avantage adaptatif. Vous avez des racines qui survivent en période de sécheresse, donc qui peuvent fonctionner immédiatement dès qu'il y a des pluies, alors que les autres racines qui étaient associées à d'autres champignons moins résistants sont mortes et les mycorhizes doivent se reconstituer, ce qui prend un certain temps. Voilà pour Cenococcum. Pour répondre à la question de Mario, il faudrait être sûr... Il faudrait être sûr que c'est exactement le même champignon qui est dans les deux horizons ou qui est à différentes dates. Or, toutes ces identifications ont été faites sur l'ITS, on en a parlé tout à l'heure, la portion de l'ADN qui a une bonne spécificité au niveau de l'espèce. Mais en aucun cas, on a utilisé des amorces, des primers, qui sont capables de distinguer des sous-espèces ou des individus à l'intérieur de l'espèce. Donc rien ne nous prouve dans tous ces travaux que c'est vraiment le même écotype, disons, de Cenococcum qui est dans les deux horizons. Ça, c'est un problème. Alors, ce problème, nous l'avons traité, non pas avec Cenococcum, mais avec un autre champignon dominant. Vous avez vu Lactarius quietus, dans le cas de la chaînée, qui est un champignon dominant. Et comme on l'avait dans tous les horizons et à toutes les dates, on a pu, et en plus on peut le cultiver assez facilement, isolé à partir des mycorhizes, on a pu, sur du mycélium en culture pure, utiliser d'autres méthodes moléculaires, de la RAPD, des choses comme ça, qui permettent de distinguer en dessous de l'espèce. Et nous avons trouvé effectivement qu'il y avait plusieurs types, j'ose pas dire des types, disons, types génétiques, en dessous de l'espèce, mais on a trouvé la même proportion des différents types dans les deux horizons et à toutes les dates. Donc, dans le cas de Lactaire, on peut se dire que c'est le même champignon. En gros, donc, notre étude est tout à fait licite. Dans le cas de Cenococcum, je n'ai pas la preuve que c'est vraiment les mêmes populations de Cenococcum. Donc, ça rend plus difficile la réponse à la question. Voilà. Ça, c'est de la méthodologie plus fine. Sí, bueno, pues